J'aime bien cette pensée que les arbres sont souverains par rapport au temps, sans les maîtres du temps. Le temps qui passe, vieillir pour les arbres, c'est pas un problème. Par vieillir, euh, plus un arbre est capable de vieillir, capable de tenir le coup, euh, plus en fait il s'est enrichi on pourrait dire, de solutions de réussite parce qu'il a traversé des ravageurs, traversé des maladies, des attaques bactériennes, microbiennes, pas tellement les bactéries, plutôt les champignons. Et chaque fois, s'il est encore en vie, il a réussi à les surmonter. Donc il a quelque part les antidotes, il a les anticorps. Il s'est développé un système immunitaire avec toute une flore. Un arbre creux est très riche en flore microbienne. Et c'est très important de respecter ces anciens qui ont des solutions de facilité dans leur matière physique, organique. Et c'est important d'avoir une foresterie où on respecte quelques arbres anciens qui vivent encore. Ce n'est pas seulement des arbres morts, c'est des arbres vieux qu'on laisse finir vraiment jusqu'au bout de leur vie naturelle comme source de santé pour la forêt. C'est quelque part le système immunitaire de la forêt qui continue de vivre. Si chaque fois vous rasez la forêt en prétendant remettre une forêt en place, cette forêt doit commencer à zéro. Et le pire, c'est de remettre en forêt en place d'une seule espèce, une plantation monospécifique. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a plus ces interactions entre arbres. Il n'y a plus ces mémoires des anciens qui sont transmises aux jeunes parce que la flore microbienne de champignons, c'est ensuite omniprésent dans toute l'atmosphère. Et ces arbres anciens développent aussi une ionisation de l'air, une charge électrique de l'air qu'on n'a plus lorsqu'on a coupé la forêt. Lorsque la forêt est dévastée, il n'y a plus de qualité ionique particulière. Donc là, on est en train de montrer à quel point c'est important de gérer les forêts en maintenant leur structure naturelle et leur diversité en espèces et aussi leur structure en âge, de garder toutes les générations. Le gros des forêts, naturellement, produira du bois, mais il y a une génération à laquelle on ne touchera pas. Et c'est là la possibilité d'avoir un autre rapport au temps lorsque on a des forêts, accès à des forêts où les arbres vont pouvoir traverser les siècles. Là, c'est les arbres qui sont calmes, qui n'ont vu de manière anthropomorphique. C'est des arbres qui n'ont aucun souci à se faire, même lorsque la tronçonneuse s'approche, parce qu'on aura décidé de les garder. Et cette décision devrait avoir lieu ensemble avec la société civile, parce que les gens sont parfois très attachés à des arbres, et ce serait très facile pour les forestiers de dire cet arbre, d'accord, on vous le garde, celui-ci aussi, et il y aurait un réseau d'arbres, on pourrait dire d'arbres sacrés ou d'arbres intangibles qu'on garde pour des buts autres qu'utilitaires, mais qui sont d'un côté aussi des retombées positives pour la santé de la forêt. Mais là, on aurait une nouvelle connexion entre la foresterie, qui a parfois des méthodes qui choquent les gens, et la société civile, où ensemble on déciderait de la forme des forêts. Que signifie la compétition par rapport au partenariat? Regardons les systèmes naturels les plus résilients, les plus aboutis, qui sont arrivés jusqu'à chez nous, jusqu'à maintenant, après 300 millions d'années d'évolution. Donc ces systèmes forestiers, en principe, c'est très rarement des peuplements purs. Plus le système est complexe, plus c'est mélangé en espèces, surtout les forêts tropicales. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que les essences sont en synergie, elles s'entraident mutuellement. Un exemple très simple, c'est l'une des dernières forêts primaires d'Europe, c'est la forêt de Białowieża entre la Pologne et la Biélorussie. Il y a les derniers bisons. C'est une forêt très complexe, très ancienne, avec souvent le chêne mélangé au tilleul. C'est une forêt de basse altitude, continentale, pas mal de chaleur en été, ce qui convient au tilleul, au chêne aussi. Eh bien, un institut de botanique appliquée de Minsk, en Biélorussie, a compris ça, ou bien s'est posé la question face à ces forêts, pourquoi mélanger? Est-ce que ce ne serait pas plus simple
Alors ils ont fait une expérimentation 1 sur 1. Ils ont planté des arbres à un espacement donné, peuplement pur chêne, peuplement pur tilleul, avec le même espacement, mélange chêne et tilleul. Donc chaque arbre avait toujours la même surface à disposition. Ils ont vu comment poussait le peuplement pur de chêne, et après un certain nombre d'années, ils ont pris ça comme référence, 100%. Ils ont vu comment poussait la forêt de tilleul pure, après le même nombre d'années, 100% comme référence, pas obligatoirement à la même hauteur, parce que chacun pousse à sa manière. Ils ont regardé la forêt mélangée tilleul et chêne. Eh bien, les chênes dans le mélange avaient 123% de hauteur, et les tilleuls dans la forêt de mélange chêne-tilleul avaient 132%. Alors que c'était la même surface à disposition pour chaque arbre. Pourquoi? C'est parce qu'il faut penser ça chimiquement. Chaque arbre a un autre feuillage, une autre litière, une autre formation des sols. Ils ont besoin d'autres éléments nutritifs, d'autres éléments traces. Et ce que fait l'un profite à l'autre et inversement. Et lorsqu'on isole les arbres, on isole des solutions de vitalité. Je compare ça un peu à la manière de manger la salade, ou bien de ne surtout pas la manger. Lorsqu'on fait une forêt en peuplement pur, c'est comme si on voulait manger d'abord toute la verdure, et ensuite on boit le vinaigre, et ensuite on boit l'huile, et puis ensuite on mange le sel. Alors que la bonne salade qui fait du bien, c'est le mélange. Mais la forêt, c'est un peu comme ça. Et maintenant, une fois qu'on comprend ça, on comprend que ces forêts artificielles qui prennent la place de forêts naturelles qu'on a coupées pour remplacer par des monocultures, on remplace un système de synergie et de partenariat extrêmement efficace qui a traversé des millions d'années d'adaptation, de coévolution, par un système que la nature ne veut pas, où n'a lieu que la compétition. C'est tous des arbres de la même espèce, ils ont tous les racines de la même dimension, ils ont tous le même âge lors de la plantation, ils ont tous les racines au même niveau à se battre pour la même eau et les mêmes substances minérales. C'est des arbres qui sont carencés par programme. Ils sont programmés de cette manière, avec cette manière de pousser, pour être carencés. Ils sont carencés dès le début. C'est pour ça que les qualités du bois sont moindres avec des arbres comme ça que lorsqu'ils sortent d'une forêt mixte. Et la résistance aux champignons est bien moindre, parce que ces bois n'ont pas eu toutes les substances dont ils auraient eu besoin. C'est comme les animaux maintenus industriellement. Il faut des antibiotiques, il faut tout un arsenal de béquilles chimiques pour maintenir les animaux à peu près en santé. C'est la même chose pour la forêt. Lorsqu'on arrête le mélange naturel, ces peuplements artificiels à outrance ne sont pas faits pour fonctionner longtemps. Je ne veux pas dire que le peuplement à l'état pur soit un grand problème. Pour l'agriculture, on change chaque année en principe la culture. Donc là, vous équilibrez les dégâts. Il faudrait mettre tout ça dans un maillage naturel, dans un bocage naturel, disons, compatible aux machines aussi, actuellement. C'est ce que veut faire l'agroforesterie. Pour les forêts, c'est quand même un problème plus grand, parce que votre peuplement, il est là pour 50 ans. Donc s'il est carencé pendant 50 ans, il va avoir pas mal d'attaques. Il n'y a pas la récolte à la fin de la première année déjà. Donc là, il faut vraiment réfléchir, et si déjà on fait des peuplements purs, il faut que ce soit à très petite échelle, enveloppé dans beaucoup de forêts naturelles très saines, qui alimentent donc les arbres depuis le côté, chimiquement, mais même électriquement, comme on le comprend maintenant. Donc voilà ce qu'on peut dire de la compétition. Et maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour nous d'être, ça commence dans les écoles, on met les élèves en compétition, vouloir avoir la meilleure note, en jouant des coudes. En fait, on apprend beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement lorsque l'enseignant, par exemple, vous demande en tant qu'élève de transmettre le savoir à des plus jeunes. C'est ce qu'on faisait dans notre école. Il y avait un degré inférieur, degré moyen, degré supérieur. Le degré moyen devait aider à apprendre à lire et à écrire au degré inférieur, et le degré supérieur aider à calculer au degré moyen, parce que l'instituteur avait trop d'élèves. Mais il y avait tous les âges mélangés. Donc là, c'était une mise en pratique
non pas de la concurrence, mais de la synergie, de l'entraide. Et naturellement, celui qui avait dû expliquer comment faire une équation à deux inconnus, à un qui ne le savait pas encore, ou bien on sait expliquer, ou bien on ne sait pas. Mais une fois qu'il aura su expliquer, il l'aura assimilé de manière absolue. C'est bien meilleur que de devoir apprendre pour soi. Donc apprendre pour les autres, c'est quelque chose d'intéressant qu'on ne pratique pas assez.